Recording is on. Voilà, bonsoir. Donc, une nouvelle conversation ce soir dans le cadre de la semaine culturelle latino-américaine à Paris et avec l'ambassade d'Uruguay, cette série de conversations littéraires. Et donc, ce soir, nous avons comme invité Monsieur Poton, donc ancien ambassadeur de France en Uruguay, qui a déjà écrit 2 romans, et notamment celui dont nous allons parler ce soir, Le Conseiller, dont l'intrigue se déroule en Uruguay. Et pour l'interviewer, nous avons Christian Ruana, qui est professeur d'espagnol, qui anime un blog littéraire qui s'appelle America Nostra et qui va maintenant prendre la direction. Moi, je me tais. À vous. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Quelques mots de présentation de Jean-Christophe Poton. Je pense que pas mal de gens parmi vous le connaissent déjà, mais enfin, c'est pas mal de dire qu'il est né à Lyon, c'est le Stéphanois qui le signale, qu'il a étudié à l'ENA, et après l'ENA, il a été conseiller international pour le ministère des Finances. Si je fais une erreur, vous me le dites, Jean-Christophe. Il a été ambassadeur pendant 8 ans avant de revenir en France. Il est actuellement conseiller maître à la Cour des comptes. Il a été 2 fois ambassadeur entre 2009 et 2017, d'abord à Montevideo et puis au Paraguay. Ces 2 pays qui lui ont inspiré ces 2 romans. Le premier qui a été publié il y a 2 ans à peu près, c'est La piste Bernanos, Paraguay. Et celui dont on va parler ce soir plus en détail, c'est Le Conseiller qui, comme il a été dit, se passe à Montevideo. Voilà. Les 2 livres étant édités aux éditions Temporis. Alors, pour un Français moyen, et je m'adresse aussi à Don Jorge, le monde diplomatique est un peu mystérieux, impressionnant. Une des vertus du livre Le Conseiller, ça dédramatise un petit peu cette vision sérieuse, officielle qu'on a. Alors, la première question que je voulais poser à Jean-Christophe, c'est quelle vision a un ambassadeur du pays dans lequel il va être nommé avant d'y aller enfin de... Donc, bonjour à tous. Je suis très content d'être là. Un grand merci à l'ambassadeur d'Uruguay à Paris, Jorge Jouet, qui nous écoute et qui a permis l'organisation, qui a souhaité l'organisation de cette série de conférences. C'est une des 5 conférences. Et Antoine Barral, dont les activités à la fois d'écrivain et de publiciste sur l'Amérique latine, l'Équateur, l'Uruguay sont extrêmement fortes. Donc, un grand merci pour avoir organisé ça. Merci à Christian Ruana pour animer ce débat, qui n'est pas seulement professeur d'espagnol, il est professeur d'université, spécialiste de civilisation latino-américaine. Donc, c'est une éminence, et on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Et donc, pour moi, c'est un grand plaisir d'être là, de saluer aussi les amis d'Uruguay, en leur disant que, avec mon épouse Catherine, on ronge notre frein depuis un certain temps avec la pandémie, puisqu'on a vraiment le désir de retourner en vacances là-bas, voir nos amis, voir Montevideo Accueil et tous les amis. Pour moi, jouer un petit peu au tennis et éventuellement, si ça vous intéresse, on peut faire une rencontre sur le livre en présentiel, comme on dit aujourd'hui, à Montevideo. Ça serait pour moi un très, très grand plaisir. Je suis d'accord pour aller animer. Il n'y a pas de problème. Je crois que vous seriez très bien accueillis parce que justement, j'en viens à votre première question. Quand on est nommé dans un pays lointain qu'on ne connaît pas, en fait, je connaissais quelques pays latino-américains, mais je ne connaissais pas l'Uruguay. La première réaction, c'est à la fois le plaisir, l'excitation et un petit peu la peur, la crainte, puisqu'on va dans un monde inconnu qui est quand même très, très lointain.
et dont on ne sait finalement pas grand-chose. Donc, on se renseigne un petit peu et on s'aperçoit que les renseignements sont pas très précis. Mais en même temps, on est tellement content. Enfin, moi, j'étais tellement content d'être nommé sur ce poste, de découvrir la nouvelle fonction d'ambassadeur qui était nouvelle pour moi, de découvrir un monde nouveau, que je me suis pas posé trop de questions et pas trop inquiété. En fait, j'étais vraiment très heureux d'aller là-bas. Mon épouse, qui a plus les pieds sur terre que moi, était évidemment un peu plus inquiète pour elle, pour nos enfants qui à l'époque étaient petits, ils avaient 5 et 7 ans, et donc était un petit peu inquiète et m'a accompagné. Et comme moi, dès le premier jour, nous avons été totalement séduits par le pays. Nous sommes arrivés en octobre, qui est le printemps là-bas. Il faisait très beau. Nous avons été très bien accueillis et très vite, nous avons pris nos marques et rencontré énormément de gens sympathiques et agréables. Et l'acclimatation s'est fait vraiment très rapidement et de façon très agréable. En particulier en raison de certaines caractéristiques de l'Uruguay sur lesquelles on reviendra peut-être un peu plus tard, mais qui est un pays quand même largement, la population est largement d'origine européenne et avec une culture très spécifique à l'Uruguay, mais aussi en partie européenne, et un lien extrêmement fort, voire un amour de la France qui nous a beaucoup touchés quand on est arrivé là-bas. C'était donc votre état d'esprit, c'était plus l'ouverture, la curiosité, qu'il n'y avait pas d'idée toute faite. Non, et j'avais un état d'esprit complètement différent de celui du héros du livre dont on parle aujourd'hui, le conseiller, qui lui est dans une situation complètement différente parce que c'est un jeune diplomate qui appartient au Quai d'Orsay, qui a tout approuvé et qui est au Quai d'Orsay depuis 10 ans sur des emplois uniquement à Paris et des emplois un peu pas très prestigieux. Et il a l'impression que sa carrière est un peu bouchée et qu'il va un peu rien faire de sa vie, alors qu'il a envie de réussir, il a envie d'assurer le confort de sa famille, il a envie probablement d'être bien vu aux yeux de tous. Donc lui, il est nommé en Uruguay et là, il est extrêmement surpris parce qu'il est nommé sur un poste qui est au-dessus de son niveau hiérarchique. En fait, normalement, il ne devrait pas avoir accès au poste sur lequel il est nommé. Le poste est trop élevé, donc il comprend pas très bien pourquoi il est nommé sur ce poste. On va finir par le découvrir dans le livre. Et surtout, il a à la fois un peu peur, parce que il a assez peur, c'est un monde nouveau, c'est la première fois qu'il est nommé à l'étranger. Il part avec son épouse qui a, semble-t-il, un peu hésité à le suivre, parce que ça dérange un peu sa vie. Donc il a à la fois assez peur, et en même temps, il est extrêmement excité parce qu'il a l'impression de jouer la chance de sa vie. C'est-à-dire, s'il va réussir sur ce poste difficile pour lui, clairement, sa carrière va être lancée. S'il rate, il va revenir à Paris et occuper des emplois assez sans progression professionnelle jusqu'à la fin de sa carrière. Donc pour lui, l'enjeu est absolument énorme. Et donc, il est dans une situation qui, heureusement, n'était pas la mienne quand je suis arrivé à Montevideo, mais il est quand même dans une situation de stress très importante. Et comme il n'est pas forcément, je ne vais pas dire qu'il n'est pas très malin, mais il est un peu maladroit, il va faire des bêtises, il va avoir beaucoup de mal à se positionner. Et c'est effectivement quelque chose d'assez difficile quand vous arrivez dans un nouveau métier, dans un nouveau pays, il faut arriver à se positionner. Vous rencontrez un univers que vous connaissez pas, des gens que vous connaissez pas et une fonction que vous connaissez pas. Donc, il faut arriver à se positionner assez rapidement et lui, il va avoir du mal. Il fait toutes les gaffes pratiquement. Alors, il en fait un certain nombre et j'ai pris le pari pour ce livre, qui est un pari difficile et pas forcément d'ailleurs complètement réussi, d'avoir un héros qui est pas fondamentalement sympathique. C'est-à-dire, il n'est pas vraiment antipathique, mais il est un petit peu arriviste et sans avoir vraiment les moyens d'être arriviste, donc c'est pas évident pour lui, c'est pas évident pour sa famille qui le suit de trouver ses marques à Montevideo. Je vais vous poser la question que vous allez détester. Pourquoi vous avez dit qu'il n'était pas tout à fait réussi, ce personnage? Je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, on a plus l'habitude de personnages, de héros plutôt sympathiques auxquels on aime s'attacher. Et lui, je pense qu'il devient un peu plus sympathique au fil du livre, mais fondamentalement, il l'est quand même pas. Il
il est trop arriviste, il en voit un peu trop, quoi. Il y a les deux aspects chez lui, hein. Il est tête à gifle et en même temps, il a des côtés touchants. Enfin, je sais pas, quand il lui arrive les pires humiliations, pas les pires, mais enfin, des humiliations à l'intérieur de l'ambassade, on est de son côté aussi. Oui, il a quand même une qualité, un peu malgré lui, mais qui est une qualité très importante dans la vie. Il est résilient. Il prend un certain nombre euh, de coups un peu difficiles, voire des petites humiliations, voire des humiliations un peu plus grosses, et quand même, il continue à avancer. Alors, il n'a pas tellement le choix, mais il continue à avancer, et à force d'avancer, finalement, il atteint quelque chose. Ça veut dire que quand on n'a pas forcément les moyens ou qu'on s'y prend assez mal, finalement, si on s'accroche, on finit par arriver à quelque chose. Et ce que j'ai voulu montrer aussi, parce que c'est un roman d'initiation, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que vous avez un double effet, enfin, vous avez plusieurs effets. Vous avez, c'est votre question de départ, quand vous arrivez dans un nouveau pays, sur une nouvelle fonction, vous avez une peur. Et donc, cette peur, elle peut soit vous inhiber, c'est-à-dire vous empêcher de faire, la peur, ça inhibe, soit vous empêcher de faire, d'agir, soit à l'inverse, vous pousser à en faire trop. Et lui, il oscille un peu entre les deux, c'est-à-dire soit il n'ose pas, soit il en fait trop. Et ça c'est quelque chose d'assez fréquent quand on prend un nouveau poste ou quand on se retrouve dans une situation nouvelle. Et ce qui complique sa situation à lui, c'est qu'en plus, il a visiblement quelque chose à prouver. Il a quelque chose à prouver parce que il a un caractère en fait assez effacé, très laborieux. Il est physiquement assez petit et assez maigre et il a été écrasé pendant toute son enfance par son père qui avait une très forte personnalité, qui était quelqu'un de brillant. Et donc il arrive et pour la première fois, il se retrouve en situation de responsabilité. C'est la première fois qu'il a un service. Il est conseiller culturel à Montevideo. Donc il a un service à gérer. Il a plusieurs personnes, il a 6 personnes sous ses ordres, toutes plus âgées et plus expérimentées que lui. Et il va falloir qu'il prouve quelque chose. Pour la première fois, il est aux manettes, il est en fonction, même s'il a un chef, hein, l'ambassadeur, mais c'est lui, il va devoir prouver. Donc, il a peur, il est à la fois inhibé, mais en même temps, il veut montrer qu'il peut réussir. Et donc, il est amené parfois à en faire trop. Il y a des scènes, effectivement, où on le voit, on comprend pourquoi, mais on le voit un peu se pavaner ou parce qu'il a vraiment besoin de montrer, il a besoin de s'affirmer. Et malheureusement, il le fait de façon au départ un petit peu maladroite. Voilà, et ce personnage montre très très bien, à mes yeux, les limites de l'intelligence. Parce qu'il est intelligent, indéniablement, et il est capable de commettre les pires gaffes, les pires impairs, et il ne s'en rend pas compte. Et oui, parce qu'en fait, il y a l'intelligence intellectuelle, mais il y a aussi l'intelligence de cœur, il y a l'intelligence de positionnement, de situation, situationnelle, et il a vraiment beaucoup de mal à comprendre son environnement au départ. Tout est nouveau. Alors, je me suis fait un petit peu plaisir et j'ai vu que ça fait plaisir aux lecteurs qui connaissaient pas trop le monde diplomatique. Donc, il y a des descriptions de certaines réunions diplomatiques. Il y a bon, les amis de Montevideo vont reconnaître la résidence parce qu'en fait, le héros n'existe pas. Euh, L'histoire, l'intrigue principale n'existe pas. C'est pure fiction, mais l'environnement existe. Et en plus, c'est très daté, c'est un moment très particulier de la vie de l'Uruguay, puisque c'est au moment de la prise de fonction de José Mujica, de la passation, qui est un nouveau président et qui est un président exceptionnel. Quoi qu'on en pense, en bien ou mal, c'est une personnalité exceptionnelle, un peu hors du commun. Et il faut se souvenir aussi, parce que moi je suis arrivé en Uruguay un petit peu avant, on ne savait pas comment serait sa présidence. Et donc il y avait un petit peu, à l'époque, on voyait à la fois l'ancien guerrillero qui avait quand même pris des armes et qui avait un parcours très, très particulier. On voyait aussi l'homme politique ancien qu'on connaissait bien, mais on ne savait pas très bien ce qu'il allait faire comme président. Donc il y a une sorte d'inquiétude générale, et en particulier dans le monde des ambassades, hein, et on a demandé au héros du livre, en plus de sa fonction de conseiller culturel, on lui a demandé de surveiller un peu ce qui se passe. Alors ça, il ne sait pas faire du tout. Mais c'est très important. Il sent qu'il peut se passer des choses, il peut y avoir des complots, il peut y avoir des choses un peu mystérieuses. Et donc, il est à la fois très content parce que c'est une marque d'honneur et surtout, c'est pour lui la possibilité de progresser.
S'il n'a pas cette possibilité, il va végéter toute sa vie. Donc, il a la possibilité de se montrer et d'atteindre des niveaux qu'il ne peut pas atteindre. Mais en même temps, c'est vachement compliqué pour lui. On lui demande à la fois d'assumer un rôle de conseiller culturel pour lequel il n'est pas du tout formé et qui est trop élevé pour lui. Et en même temps, on lui demande de surveiller un peu ce qui se passe, de voir si José Mujica prévoit pas une révolution ou une déstabilisation de la région. Alors là, il est complètement paumé. Mais il faut qu'il le fasse. Donc, il se débrouille pour avancer et il avance avec son épouse qui est aussi patiente que la mienne, c'est-à-dire qu'il regarde parfois un peu goguenard, mais qu'il le soutient malgré tout et qui reste à ses côtés et qui le suit dans ses pérégrinations. Alors on commence à le sentir et j'ai vu sur les visages là que je vois sur les écrans les personnes qui ont lu le livre que c'est un livre qui est plein d'humour. Alors je ne vous demanderai pas si l'ambassade du livre ressemble à celle que vous avez connue, mais dès la première page, j'ai énormément aimé cette phrase, la petite note en bas, certains patronymes ont été modifiés. Voilà, ça annonce tout le reste. Alors j'ai fait quand même très attention pour que les personnages, et en particulier ceux de l'ambassade, ne soient pas réels. C'est-à-dire les gens de l'ambassade qui sont décrits, certains ressemblent un peu évidemment, mais les principaux ne sont pas réels. En particulier le premier conseiller, c'est-à-dire l'adjoint de l'ambassadeur, est présenté dans le livre comme un pré-retraité qui est un peu loin de tout. À l'époque, c'était quelqu'un qui s'appelle Stéphane Toulet, que j'aime beaucoup, et je lui ai même fait lire le manuscrit avant la publication pour être sûr que ça lui pose pas de problème, et c'est pas lui du tout. De même, à l'époque, on avait un consul qui était un homme. Dans le livre, c'est une femme. Donc, j'ai quand même fait attention à ce que les personnages ne soient pas les mêmes. De même, l'ambassadeur, il a beau jouer au tennis, avoir 2 jeunes enfants et une femme adorable, c'est pas non plus complètement moi. Donc c'est. J'avais quand même osé poser la question, dans son rôle officiel, est-ce qu'il vous ressemble? Un petit peu, mais pas complètement, mais un petit peu, oui. Mais il y a certains aspects qui sont un peu caricaturaux. Je me suis un peu moqué de moi aussi, mais c'est pas le sujet du livre, donc c'est pas, il joue pas un rôle essentiel. Non, il a un petit rôle, effectivement. En revanche, ce qui pour moi était vraiment très important, c'est de ancrer le livre dans la réalité, c'est-à-dire les personnages principaux sont fictifs, même si certains, l'ambassadeur ressemble un peu à la réalité, les personnages principaux sont fictifs. En revanche, l'ambiance et les événements sont pour la plupart réels. Enfin, j'ai essayé de décrire un petit peu comment se passe une réception à l'ambassade, de décrire un petit peu le rôle. C'est un rôle qui n'est pas très connu en France, mais qui est très important dans ce milieu-là en Uruguay. C'est le rôle de la presse, des sociales, la presse sociale qui prend des photos des réceptions et fait des articles là-dessus. J'ai essayé d'écrire aussi tous les événements qui sont cités de la coopération française de l'époque sont réels. Hein. Par exemple, vous verrez pour ceux qui liront le livre, le match de foot de la Coupe du Monde au lycée français, c'est quelque chose de réel. L'exposition des photos d'Arthus Bertrand à l'aéroport, c'est quelque chose de réel. Donc, si vous voulez, tout le contexte est réel, mais l'intrigue et les personnages principaux sont complètement fictifs. Voilà, une vraie création, autrement dit. Oui, c'est totalement une œuvre de fiction et c'est pas du tout des mémoires. Si j'avais dû écrire des mémoires, ça serait beaucoup plus sérieux et ça serait très très différent. Ce sera un prochain projet. Non, parce qu'en fait, je préfère le roman parce que je trouve que ça c'est une question de goût personnel. Et je trouve que par la fiction, on peut faire passer beaucoup de sensations, des idées, des choses de façon plus indirecte, mais parfois plus efficace que dans des mémoires un peu sérieuses. Et en plus, franchement, je pense que les mémoires d'un ambassadeur en Uruguay ou en Argentine ou autre, il y a tellement d'époques, il y a tellement d'ambassadeurs, je suis pas sûr que ça intéresserait beaucoup de personnes. C'est pas, il faut vraiment être à un moment très particulier, avec des événements très particuliers, pour que ça passionne.
Alors qu'un roman, ça peut intéresser des gens qui connaissent absolument pas l'Uruguay, qui connaissent absolument pas la vie diplomatique, et c'est plus intemporel et c'est plus général. Alors justement, là, votre roman permet de découvrir une bonne partie de l'Uruguay, qui est un petit pays au niveau du nombre de kilomètres carrés, mais qui est un pays qui a une influence dans la région et internationale aussi. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de votre Montevideo. Alors, voilà. Alors, j'ai fait très attention dans le livre parce que, comme certains le savent ici, mon épouse et moi avons été nous sommes extrêmement attachés à l'Uruguay. C'est un pays qu'on aime énormément, et donc il fallait pas le livre et pas l'Uruguay est pas le sujet du livre, même si ça se passe en Uruguay. Donc j'ai essayé de faire un peu attention, mais je pense qu'on sent à travers le livre combien ce pays est attachant. Il est attachant pour énormément de raisons. Et si je commence à les citer, je vais en oublier beaucoup, hein, mais il y a une qualité d'accueil là-bas qui est assez rare, aussi bien des Uruguayens. On a une communauté française à Montevideo qui est assez nombreuse, qui est qui était à l'époque, j'espère qu'elle l'est encore, mais je pense qu'elle était extrêmement unie, très soudée, très agréable, vraiment extrêmement accueillante. Les Uruguayens ont un niveau culturel en Amérique latine traditionnellement très élevé, ce qui les rend plus ouverts à l'extérieur et rend le dialogue plus facile. Et moi, j'étais extrêmement frappé par les liens que je connaissais finalement assez peu entre la France et l'Uruguay. Ce sont des liens extrêmement anciens et c'est des liens très très forts. Et à plein d'étapes de la vie de l'Uruguay, la France a joué un rôle très important. Au moment de la création de l'Uruguay contemporain, enfin pas contemporain, mais l'Uruguay indépendant. L'indépendance de l'Uruguay, c'est officiellement 1811. Dans la pratique, c'est plus 1830 à la fin de toutes les guerres et autres. Quand le pays s'est vraiment constitué en pays indépendant, entre 1830 et 1850, il y a eu plus d'immigrants en Uruguay français que d'immigrants espagnols et italiens réunis. Il y a eu une immigration française extrêmement forte. En 1850, on pense qu'environ un tiers des habitants du pays avaient encore la nationalité française. Ah oui. Un tiers du pays. Donc déjà, dès le départ du pays, c'était un pays qui parlait espagnol parce que c'était une colonie espagnole, mais avec une présence française très très forte. Et d'ailleurs, c'est amusant, ceux d'Uruguay connaissent l'anecdote, mais c'est amusant de voir comment beaucoup de ces Français ont perdu la nationalité française. En fait, il y a eu un siège très long de Montevideo parce que les Argentins étaient en guerre avec les Brésiliens et que les deux pays voulaient récupérer cette bande de terre, la bande orientale, pour aller soit avec l'Argentine, soit avec le Brésil. Et donc, il y a eu un siège très très long de Montevideo par les Argentins. Et à l'époque, la ville s'est créée une légion française. Et donc, il y a un Français c'était pour beaucoup des anciens grognards de Napoléon, hein, qui avaient émigré. Et donc, ils ont créé une légion française avec 2000 hommes, 2000 soldats, ce qui est énorme par rapport aux populations de l'époque. 2000 soldats en armes, qui était dirigé par un type un peu fou, mais assez exceptionnel, qui s'appelait Jean Chrysostome Thiebaud. Et donc, il a pris les armes et ils ont défendu Montevideo. Et donc, à l'époque, on est représenté, on n'avait pas d'ambassade, c'était un consul. Donc, il y avait un consul de France et qui était paniqué en se disant, ben voilà, ma communauté française prend les armes contre un pays étranger, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il demande tout de suite, comme fait tout bon diplomate, comme moi je l'ai fait quand j'ai eu des situations de crise, parce que j'en ai eu aussi en Uruguay, j'ai demandé des instructions à Paris. Je les ai d'ailleurs pas toujours eues rapidement, mais lui, il les a eues immédiatement, les instructions de Paris. Donc, 6 mois après, il a reçu la réponse à son courrier. Hein. Immédiatement, à l'époque, c'était 6 mois. Hein. Oui, il fallait que le courrier parte à Paris, et qu'il soit traité, qu'il revienne. Et donc, 6 mois plus tard, le gouvernement français, le roi de l'époque, lui dit: le code civil français interdit aux Français, aux ressortissants français, de prendre les armes à l'étranger dans un conflit X ou Y. C'est ce qui est logique d'ailleurs. Oui. Et donc, il convoque ce Jean Chrysostome Thiebaud et les leaders de cette légion et leur dit: je suis désolé, vous devez déposer les armes.
Et donc, en face, Thiébaut lui dit, ah ben non, 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 nous, on veut défendre Montevideo, on veut pas être argentin, donc on garde les armes. Et donc, les Français, les 2000 Français ont déchiré leur passeport. Et donc, ils ont perdu la nationalité française pour devenir uruguayens. Et on est en quelle année? C'est une très belle histoire, quoi. Oui, bien sûr. On est en quelle année, là? On est vers 1845, 48, je me souviens plus de l'année exacte, mais dans ces eaux-là. Voilà, ouais. Alors, si on prolonge là sur la présence des Français, il y a les Béarnais dans la province uruguayenne là dont vous parlez. C'est vrai qu'en Argentine, il y avait beaucoup de Béarnais aussi, de Basques, mais de Béarnais. Je ne sais pas pourquoi c'était cette zone-là en Amérique latine, Uruguay. Le grand écrivain argentin Adolfo Bioy Casares se vantait de ses origines béarnaises. Et alors ça, c'est quelque chose. L'Argentine est évidemment un pays plus grand que l'Uruguay, donc on parle toujours de l'Argentine, mais c'est exactement pareil en Uruguay. Et il y a une diaspora béarnaise et basque extrêmement importante. Hein, c'est les immigrants dont je parlais tout à l'heure. Hein. Et ça continue après. Hein, ça a continué jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc il y a eu beaucoup de Basques et Béarnais, et aujourd'hui encore beaucoup d'hommes politiques. Beaucoup d'Uruguayens sont descendants de Basques ou de Béarnais. On ne le sait pas forcément, mais je ne vais pas citer les noms, mais beaucoup des hommes politiques importants du pays ont des ancêtres français. Et en termes littéraires, c'est quand même assez exceptionnel pour un pays de la taille de l'Uruguay. 3 des plus grands poètes français sont uruguayens. Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, Jules Laforgue et Jules Supervielle. Oui. À un moment, le prince des poètes. C'est énorme. Et en fait, les 3, moins 2 des 3, c'était des familles de Béarnais, c'était des Béarnais en l'occurrence, qui étaient à Montevideo. Voilà, et on reviendra sur l'influence française dans la culture uruguayenne, mais il y a une autre escapade en province, là, dans cette ville frontalière, Chuy. Oui. Voilà, oui. Vous nous en dites 2 mots là, de cette ville qui est quand même curieuse. Alors, d'abord, parce que j'ai oublié de répondre à une partie de votre question antérieure sur les Béarnais. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, le héros va représenter l'ambassade, donc la France, dans une réunion de l'association des Béarnais qui existe. Certains en sont membres, et donc vont au centre du pays, vers Aigua, dans une estancia, et il va faire son premier discours de représentant officiel de la France. Et il est tellement ému que son discours n'est pas une grande réussite. Il est tellement ému qu'après le discours, il goûte un petit peu trop à la parilla et à l'assado, et surtout au tanat, au merlot et au syrah. Et donc, mais il est chez les Béarnais, au centre du pays, et c'est assez typique parce qu'il est dans une estancia du centre du pays, et c'est assez typique de ce qui se passe. Et vers la fin du livre, alors je ne vais pas tout déflorer, pas expliquer pourquoi, mais vers la fin du livre, effectivement, il a besoin d'aller au Brésil, en fait, pour passer un coup de téléphone, parce qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas téléphoner d'Uruguay. Et donc, il faut qu'il sorte d'Uruguay, et il n'a qu'une nuit pour le faire. Donc, le plus simple, c'est de prendre la voiture et d'aller à Chuy. Et il se retrouve à Chuy, et il cherche la frontière désespérément. Parce que pour un Français, c'est pas très simple. Enfin, surtout un Français avant Maastricht et compagnie, c'est pas trop simple d'imaginer des frontières qui ne sont pas tracées. Hein, si vous allez dans des villes frontières, la plupart des villes frontières de cette région, d'Uruguay, vous n'avez nulle part un endroit qui indique que la frontière est là. Et en fait, le poste frontière, d'immigration, est dans la ville, à un endroit X ou Y, et de l'autre côté, au Brésil, à un endroit, et la frontière elle-même n'est pas vraiment tracée. Donc, il cherche la frontière parce qu'il a absolument besoin de la passer. Mais comme il est 2 ou 3 heures du matin, il a du mal à la trouver, et il lui arrive quelques aventures. Ça donne quelques scènes particulièrement drôles, là aussi. Un petit clin d'œil à Antoine pour signaler, parce que ça fait penser l'escapade de Julien Hénac à travers l'Uruguay fait penser à celle du personnage de Loto qui a été publié il n'y a pas longtemps par Latinoir. Alors, j'ai envie de revenir à l'influence de la culture française parce que ça se trouve dans l'architecture. Vous ne nous avez pas parlé de votre sentiment par rapport à la capitale, Montevideo.
moi, c'est une ville que j'adore. C'est une ville de bord de mer, en fait. Alors, c'est pas la mer, c'est le Rio de la Plata, mais c'est le plus large estuaire du monde. Et il a jusqu'à 300 km de large, donc c'est une mer. Hein. C'est une mer plate, calme, avec des très jolies plages et une rambla, c'est-à-dire un bord de mer qui est finalement assez préservé, hein, au moins vu de loin, parce qu'il y a quelques endroits où c'est moins bien. Et donc, ça, c'est extrêmement agréable. Il y a encore, même si la vieille ville n'est pas toujours en très bon état, il y a encore beaucoup de palais, de très beaux bâtiments. Ça a été un des pays les plus riches du monde par tête d'habitant. Je pense au moment de la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, l'Uruguay et l'Argentine étaient dans les 5 pays les plus riches du monde par tête d'habitant, et plus riches que la France. Hein, d'ailleurs, si on a le temps, j'ai une anecdote sur le sujet. On a le temps. Donc, il y a vraiment de très jolis bâtiments. Et en plus, comme il y avait ce goût de la France, il y a certains des palais sont des palais français. Il y a un de ces palais qui a été transformé en musée, qui est le palais Taranco. Quand vous rentrez dedans, vous êtes exactement dans un musée parisien. Mais vous pouvez, impossible pour un Français d'imaginer qu'il est à 10 000 km de la France. Impossible. Vous êtes en France. Donc vous avez dans l'architecture des marques françaises, mais c'est pas ça pour moi qui rend Montevideo agréable. Ce qui rend Montevideo agréable, c'est à la fois ce bord de mer, et c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé, mais que certains visiteurs aiment moins, c'est que c'est une ville très calme. Alors il y a une douceur de vivre, il y a alors certains vont dire que c'est une ville qui est un peu dans le passé, où on peut un peu s'ennuyer, mais moi je trouve que c'est plutôt une qualité. Et c'est une ville où très vite, on se rend compte qu'il y a deux choses qui malheureusement ont un peu disparu des grandes villes en France, en tout cas de Paris. C'est les deux piliers pour moi de la vie uruguayenne. Alors je ne vais pas parler du Tanat et de l'Assado, hein, mais les deux piliers pour moi qui sont les relations familiales et amicales. C'est extrêmement fort, c'est extrêmement fort. Pratiquement toutes les personnes, tous les Uruguayens que je connaisse ont un déjeuner en famille le dimanche. Je veux dire, à Paris, ça a quasiment disparu, et quand ça existe encore, c'est vu comme une corvée. Là, c'est complètement normal et naturel. Et il se passe quoi que ce soit, on prévient la famille, on voit la famille. De même, les amis, alors c'est aussi quelque chose de très particulier. Les amis, c'est les mêmes depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est fou. Moi, j'étais devenu très ami avec d'anciens joueurs de foot professionnels qui avaient joué en France. Et moi, j'aime bien le foot, j'aime bien le sport, donc j'étais devenu très copain avec eux. Ils m'ont invité dans leur club. Tous les jeudis soirs, eux, c'était le jeudi soir, hein, ce petit groupe, c'était les mêmes depuis 30 ans, au même endroit, et c'était extrêmement sympathique. Et en plus, moi, j'ai passé plusieurs soirées, mais accueilli comme si j'étais là depuis 30 ans. Donc, c'est quelque chose qu'en France, qui existait en France, mais qu'on perd, qu'on a un peu perdu. Hein, pas partout, mais quand même qu'on a un peu perdu. Et je trouve que c'est une des très grandes qualités de l'Uruguay. Et à mon avis, le défi qui va être pour l'Uruguay comme pour d'autres pays, c'est que la modernisation avance, le monde change. Et moi, j'espère vraiment qu'ils vont réussir à garder ces liens à la fois familiaux et amicaux, parce qu'ils sont extrêmement forts et ça donne un sens un peu différent à la vie. Et alors justement, c'était un peu ma question suivante. Est-ce qu'en Uruguay, il y a la même séparation complète entre la capitale et la province? Ça, je sais pas, mais la province est en fait un peu particulière, parce que c'est une double province. Vous avez un bord de mer et vous avez l'intérieur. Alors l'intérieur, c'est vraiment l'intérieur tel qu'on le rêve, enfin, pas partout, mais presque partout. Vous pouvez être sur une route, sur la route, hein, parce qu'il y en a quand même pas beaucoup. Vous pouvez être sur une route, faire 50 km sans voir une habitation. Par contre, vous verrez énormément de vaches, vous verrez probablement des gauchos à cheval avec leurs chiens, mais vous ne verrez pas, même pas un village. Donc l'intérieur est très très vide, avec beaucoup d'élevage et très agréable. Le bord de mer est complètement différent. Le bord de mer est magnifique, et donc il y a certains endroits qui sont beaucoup plus touristiques. C'est en Uruguay qu'il y a probablement la cité balnéaire la plus importante de toute la côte atlantique d'Amérique du Sud, hein, Punta del Este, qui a un monde très 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 à part, et la côte
à Punta del Este avant et après, moi je la trouve absolument magnifique. Et on a le choix. On peut aller vers des endroits assez branchés, très modernes comme Punta del Este, d'autres endroits branchés et plus préservés comme Roseniacio, d'autres endroits assez vieillots. Moi j'adore Piriapolis, où on a l'impression d'être dans une station balnéaire du sud de la France des années 30, ou des endroits qui sont restés encore très sauvages, Cabo Polonio, qui est mon endroit préféré, ou après sur la côte, Santa Teresa et autres. Donc c'est une côte très particulière, mais assez extraordinaire. Sans faire de jeu de mots, vous êtes un très bon ambassadeur de l'Uruguay. Non. Alors, non, mais c'est un pays. Enfin, moi, je conseille. D'ailleurs, nous, on a eu pas mal d'amis qui sont venus nous voir. Ils en sont tous repartis enchantés. C'est un pays dans lequel ça vaut le coup d'aller faire du tourisme. Et en plus, si vous voulez, parce que le problème, l'Amérique du Sud, on a fait énormément. Quand on était en Uruguay, puis ensuite au Paraguay, on a passé pratiquement toutes nos vacances en Amérique du Sud. On n'est presque pas rentré en France, en fait, parce que c'est un continent absolument fabuleux et autres. Le problème qu'il a en termes touristiques, c'est qu'il est immense. Les distances, oui. Et les distances sont. L'avantage de l'Uruguay, c'est que vous pouvez tout faire en voiture en quelques heures, et que en plus, vous pouvez prendre le bateau et aller aussi en quelques heures à Buenos Aires, qui est une ville quand même assez exceptionnelle. Donc, pensez à l'Uruguay. Alors, avant de donner la parole à nos auditeurs jusque-là, quand même le rôle d'un conseiller culturel. Qu'est-ce que l'échange culturel entre deux pays? Le football en fait une partie. Alors, ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose que la communauté française d'Uruguay connaît parce qu'elle est très liée à l'ambassade et avec des très bonnes relations. Et ce que les gens en fait connaissent pas tellement, c'est l'organisation d'une ambassade classique. En fait, dans une ambassade, vous avez 4 métiers et donc 4 services. Vous avez le métier qui est logique de la coopération bilatérale, c'est-à-dire des relations politiques, hein, pas au sens politicien, mais au sens politique entre les deux pays. Hein, ce que fait Julien Hénac quand il va voir si l'Uruguay va se lancer dans la révolution ou pas. Donc les relations politiques entre les deux pays. C'est devenu de plus en plus. Pardon ? J'allais dire, ce qu'il ne devrait pas faire, c'est pas son rôle. Ce qu'il devrait en plus pas faire. Oui. Vous avez une partie qui prend de plus en plus d'importance et qui est importante, c'est les relations économiques. Donc l'ambassade aide les entreprises françaises à avoir des partenariats avec des entreprises uruguayennes, à vendre en Uruguay, aide les investisseurs uruguayens à investir en France. Le troisième métier, c'est le métier consulaire. C'est que dans ces pays, on a des Français, on a des ressortissants français. En Uruguay, en fait, comme dans les pays d'Amérique du Sud, pour des raisons historiques, on a beaucoup de Français, en fait. Les chiffres ont l'air pas très élevés, mais je me souviens à l'époque où j'y étais, on avait plus de Français en Uruguay, par exemple, qu'en Roumanie ou en Bulgarie, ou que dans ce qu'on n'imaginerait pas, quoi. Donc c'est une communauté française assez importante pour laquelle l'ambassadeur et sous ses ordres le consul ont un peu un rôle de maire. C'est-à-dire, ils font les papiers d'état civil, ils peuvent faire les mariages, les nationalités, changement de nationalité et autres, et surtout la protection. Donc ça, c'est le troisième métier. Et donc, il y a le métier de coopération culturelle que toutes les ambassades, que tous les pays n'ont pas. Tous les pays ne font pas forcément de la coopération culturelle, mais on estime en tant que Français, comme d'autres pays, hein, les Espagnols, et les Anglais, par exemple, font beaucoup moins de coopération culturelle. On estime que les bonnes relations entre les pays sont aussi au niveau culturel. Et donc, c'est très important, à la fois pour l'image de la France, mais aussi pour le développement du pays dans lequel on est et le développement des échanges. C'est très important d'amener de la culture française et de donner la possibilité d'avoir accès à la culture française. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye d'amener des artistes français, qu'on essaye de faire des expositions d'artistes français, des concerts, moi, j'ai eu une chance absolument extraordinaire, c'est que c'est un hasard total. L'administrateur général de la Comédie Française était un de mes très bons amis. Et j'ai appris par hasard que la Comédie Française allait
au Brésil et en Argentine. Donc, je l'ai immédiatement appelé pour lui dire, non, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas aller en Argentine et au Brésil et pas passer en Uruguay. En plus, à Montevideo, il y a une salle de concert ancienne qui s'appelle le Solis, qui est absolument magnifique. Il faut venir, tu peux pas ne pas venir. Il m'a dit, ben non, on a regardé, c'est pas possible, c'est trop petit, il n'y a pas les budgets, on va pas en Uruguay. D'ailleurs, la seule fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que la Comédie Française est allée en Uruguay, c'est au moment du retour à la démocratie, parce que François Mitterrand lui avait ordonné un voyage à la Comédie Française pour marquer le retour à la démocratie. Et depuis, la Comédie Française n'était pas venue parce que c'était pas. Et tu lui dis, mais non, vous sous-estimez l'Uruguay. Donc, immédiatement, je suis allé voir les ministres, je suis allé voir la maire de la ville, et on a monté un financement, et on a réussi à faire venir la Comédie Française, qui est restée 3-4 jours, qui a donné 2 représentations. Et pour un pays comme l'Uruguay, qui est vraiment très lié à la France, c'était un événement important. C'est pas le seul. Et depuis, il y en a eu plein d'autres. Là, je crois que vous avez eu quelque chose sur Picasso d'assez exceptionnel. Donc, c'est quelque chose de très important pour l'image de la France, mais aussi pour les relations entre les deux pays. Et qui fonctionne bien, parce que c'est vrai qu'on est toujours étonné quand on est français et qu'on est à l'étranger, en Amérique latine en particulier, de voir l'image de la France qui reste quand même très très haute culturellement. Alors, on a la chance, malgré les restrictions budgétaires, on a la chance aussi d'avoir un réseau extraordinaire, en particulier d'Alliance française, d'associations comme Montevideo Accueil. On a un réseau en Amérique latine qui est assez fantastique, même s'il souffre de restrictions budgétaires, mais on est très aidé. Et donc, dans ces activités culturelles, moi, j'ai toujours plaidé. Alors, je suis très content de voir qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, c'est de plus en plus pris en compte. Je pense que dans la culture, il y a le sport, et que le sport est un vecteur de dialogue entre les peuples. Et donc moi, j'aime bien le sport depuis toujours, depuis que je suis tout petit, donc c'est pas un sujet. Et quand je suis arrivé en Uruguay, j'ai vu que ce pays, j'ai pas une seule conversation, y compris dans les dîners officiels, avec les ministres et autres, qui ne commence pas ou qui n'aborde pas le sujet du foot. À un moment ou à un autre, le foot arrive, et en général, ça arrive au début, au milieu et à la fin. Et il reste plus beaucoup de place pour le reste. Donc, c'est un pays qui vit foot comme on a du mal à imaginer en France. Et donc, si on a une occasion de faire des événements dans le sport, et en particulier le foot, il faut y aller, parce que c'est un vrai vecteur, de coopération et d'amitié. Et c'était assez amusant, parce que donc moi, je suis pas diplomate de carrière, hein, j'appartiens en France à la Cour des comptes. Et donc, au bout de quelques mois, j'avais pris contact avec la Cour des comptes, le tribunal, ça s'appelle Tribunal des comptes, enfin la Cour des comptes uruguayenne. Et donc, j'étais allé voir le président de la Cour des comptes. Et donc, dans son bureau, on discute. Et puis, je vois qu'il regardait un peu son téléphone, enfin, je sais pas quoi. Et à la sortie, dans l'ascenseur, il y a un de ses collaborateurs qui arrive un peu en courant et qui lui donne un papier. Et je lui dis, comme les relations sont extrêmement faciles dans ce pays, je lui dis, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, vous savez, c'est le tirage au sort du premier tour de la Coupe du Monde de 2010. Et le premier jour, il y a un match France-Uruguay. Donc, j'ai appris ça dans l'ascenseur avec le président de la Cour des comptes, uruguayenne. Et tout de suite, je me suis dit, c'est extraordinaire, j'ai une chance. C'est une chance pour moi, c'est une chance merveilleuse. Il faut faire quelque chose. Donc, j'ai réfléchi. Et donc, je me suis dit assez vite, pour moi, un match de foot, ça doit être avant tout le symbole d'amitié entre des gens. C'est certes du sport, ça peut être de la compétition et autres, mais c'est aussi un dialogue, une amitié. Et donc, pour moi, le grand lieu d'amitié entre la France et l'Uruguay, à Montevideo, c'est le lycée français. Vous avez 1000 élèves qui sont en majorité uruguayens, mais avec des Français dont les cours sont en français et qui connaissent très bien la France. Donc, je me suis dit, regardez ce match tous ensemble au lycée, c'est absolument génial. Et au début, j'ai eu un peu de mal à convaincre. Parce qu'en fait, les gens, en particulier l'officier de sécurité de l'ambassade, certaines personnes au lycée, les matchs de foot entre la France et l'Uruguay, traditionnellement, sont un petit peu rugueux. Et donc, les gens avaient un peu peur qu'au lieu d'amitié, ça tourne un peu au pugilat, ou que les élèves et les parents et les officiels uruguayens soient très pour l'Uruguay et les Français très pour la France, et qu'ils se mettent un petit peu sur la figure pendant le... Mais bon, moi je pensais que c'était une bonne idée, donc on a avancé. L'avantage d'être ambassadeur, c'est de temps en temps on peut prendre la décision, donc on l'a fait. Et d'un truc qui était
départ prévu assez petit, avec 100, 200 personnes, ce qui est petit pour le lycée. On a eu, sur des écrans géants, on a eu plus de 1000 personnes. On a eu le premier des ministres uruguayen présent, qui a d'ailleurs créé un programme d'amitié, de lutte contre la drogue par le sport ce jour-là, programme qui existe toujours. Et ça a été tous les médias sont venus au lycée et ont mis l'accent sur l'amitié entre la France et l'Uruguay. Et en plus, coup de chance jusqu'au bout extraordinaire, c'est que ça s'est terminé par un match nul, 0-0. Donc, il n'y a eu ni perdant ni vainqueur. Donc, et le lendemain, El País, qui est un des journaux du pays, a titré un match nul diplomatique avec photo au lycée français et tout. Et quelque chose comme ça, vous ne l'aurez jamais avec un concert ou avec même une exposition, parce que c'est quelque chose de vraiment populaire, ça intéresse tout le monde. Et donc effectivement, dans la coopération culturelle, je pense qu'il faut se servir du sport. Le sport est vraiment un vecteur de dialogue et d'amitié entre les peuples extrêmement important. Mais vous nous affirmez que vous ne l'avez pas truqué, ce match 0-0. Bah, j'étais quand même un peu pour la France, mais je n'osais pas le dire. Non, on ne l'a pas truqué. Je pense qu'on va donner la parole aux autres intervenants. Alors, Antoine. Oui, effectivement, donc je propose que chacun puisse rouvrir son micro. S'il n'y a pas d'interférence qui se produise, on pourra rester les micros ouverts. Moi, je prends la parole puisque j'ai rouvert mon micro. Je voudrais dire aussi, puisque j'ai lu récemment ce livre, que c'est vraiment bien écrit. Hein. C'est pas un livre d'amateur. Il y a un style, c'est très français. On a un auteur qui connaît ses classiques et qui écrit un français, une littérature très française par ce côté formel. Et en même temps, ça se prend pas au sérieux dans la mesure où il y a une forte dose d'humour et un amour pour ce pays qui transparaît à tout moment. Il y a de l'autodérision, ça j'aime beaucoup. Il y a de l'ironie. Vraiment, donc c'est une lecture qui en vaut la peine. Je sais pas. Maintenant, je voudrais pas être trop long, donc si quelqu'un d'autre a un commentaire ou une question. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Ne soyez pas timide. Dani, j'ai vu que tu as ouvert ton micro. Oui, j'ai ouvert mon micro. Bonjour. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vos propos, monsieur. J'ai été emballée par ce bouquin. C'est drôle. Et on voit, Jean-Christophe, toute la passion que tu as pour l'Uruguay. J'aurais juste une petite question à te poser. As-tu, comme ton héros, Julien Hénaque, un petit calepin toujours dans la poche? Je te pose la question parce que mon papa avait toujours un calepin dans sa poche avec un crayon. Ouais. En fait, c'est amusant parce que c'est un des grands regrets de ma vie. C'est que j'ai jamais eu de calepin, j'ai jamais noté les choses et en plus j'ai pas une très bonne mémoire. Donc et je regrette un vrai écrivain. En fait, l'écrivain professionnel qui fait ça depuis son enfance, j'en connais certains, ils sont tout le temps en train de noter. Dès qu'ils pensent, ils vont aux toilettes, ils pensent ah bah tiens le jour se baisse, ils vont noter parce qu'ils savent peut-être qu'un jour ça sera utile quelque part dans un livre ou dans quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est très important parce qu'on oublie en fait. Et malheureusement, j'ai pas de petit calepin, mais ces années en Uruguay nous ont tellement marqués qu'on se souvient quand même de beaucoup de choses. Formidable ton livre. Alors, écoute, il est en Uruguay. Ah bon? Oui. Nous l'avons commandé, nous l'avons reçu. Nicolas, mon mari et moi, nous l'avons lu. Donc, je vais pouvoir le transmettre, bien sûr, à tous mes amis de Montevideo Accueil qui sont aujourd'hui avec nous. Ah bah c'est sympa. Alors vous allez, pour les autres de Montevideo Accueil, vous allez être un petit peu surpris parce que une héroïne qui est chère à mon cœur, qui est une héroïne très importante, a un nom de famille qui va vous sembler familier.
donc qui a été utilisé avec l'accord des. Bien, Nicolas, bien. On dirait qu'on est dans Proust, là, les clés des personnages. Il y a un peu ça, il y a un peu ça. Je vais laisser la parole à Nicolas. Ouais. Nicolas, proche-toi. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Ouais, très bien. Ici, on se caille un peu. Vas-y, parle de Ouais, toi. non, il commence à faire chaud ici. Parle de toi. On s'est bien amusé avec le livre, donc c'était très bien. On a une vision de Montevideo. C'est très intéressant. Et j'espère qu'Olga vous a plu. Oui, Oh, elle est formidable. Bon, ça vous verrez, si vous le lisez, si les autres le lisent, ils comprendront. Oui. il faut suivre sur un troisième bouquin, s'il te plaît. Ah, oui, 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 oui. Il y a quelque chose en cours? Oui, peut-être, oui. Voilà, mais pas plus, oui. On Et attend. alors, comment c'est fait, si je peux intervenir, le passage de l'Uruguay au Paraguay, voisin? En termes littéraires, Euh, en termes professionnels. Professionnel, si vous voulez, et puis… Professionnel, c'est un petit peu le hasard des affectations et c'est le fait que, ayant déjà été en Uruguay, je connaissais la région, donc j'étais plus légitime pour aller dans un autre pays de la région. Et littéraire, en fait, j'étais extrêmement surpris par le Paraguay, qui est très très différent de l'Uruguay, qui est vraiment très différent. Ce sont des pays que tout le monde confond parce qu'ils ont un peu les mêmes noms, mais qui ont rien à voir. En fait, ils sont extrêmement différents. Et ce que j'ai publié, mon roman sur le Paraguay, est complètement différent. Il est beaucoup moins humoristique, il est plus thriller, il y a plus d'intrigue, il y a une sorte de quête, et surtout, il décrit beaucoup plus le pays, parce qu'il y a une culture très, très particulière, et pour nous, Français, beaucoup plus difficile à comprendre, et une culture, en fait, très indienne en Paraguay. En Uruguay, j'ai eu l'impression, mais à tort, mais très vite, de comprendre beaucoup de choses dans le pays. Je trouve que la vie politique ressemble à la vie politique française, avec des hommes politiques de grande qualité, que les relations humaines ressemblent pas mal aux relations humaines en France. Au Paraguay, j'étais vraiment désorienté et j'ai été assez désorienté jusqu'à la fin, honnêtement. Euh, J'étais un ambassadeur qui pouvait pas dire honnêtement à la fin, qui comprenait très bien tout ce qui se passait. D'abord, on comprend jamais très bien, mais là-bas, il y avait beaucoup de choses qui m'échappaient et je trouvais ça assez magnifique, et il y a un côté un peu magique, un peu compliqué, mais aussi un peu magique. Et j'avais vraiment envie d'écrire quelque chose sur le Paraguay dans une veine. Enfin, vous, Christian, qui avez lu les deux, ils sont très différents, les deux livres. Complètement, c'est ça. La veine est complètement différente. Sur le Paraguay, c'est un roman d'aventure. C'est un roman d'aventure, oui, avec du suspense, avec avec plein d'éléments policiers, suspense, sentimental aussi. Oui, plus une quête spirituelle aussi. Oui. Voilà, et aussi, surtout, oui, autour de… Voilà. J'ai eu l'impression que Rosario voulait prendre la parole. Elle s'est rapprochée de son écran. Et Nous vous écoutons. Oui, mais on n'entend plus. Tu as coupé ton micro, Rosario. Elle a coupé. Le micro, Oui. oui. voilà, Bon. pardon. Voilà, maintenant. La technologie, c'est tellement sensible cette tablette que… Bon, Jean-Christophe, j'ai pas pu lire le livre encore, mais je te connais un bon écrivain et je vais me régaler, je suis sûre. Et je te félicite encore. Et je me félicite aussi d'avoir partagé avec toi et avec vous tant de moments importants. Et que cela reste aussi comme mémoire pour tes livres. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci
Non, je dois partir parce que j'ai mes petites, comme je dis, et bon, je suis désolée et je dois quitter cette excellente rencontre, mais je vous embrasse très fort. Est-ce que vous nous voyez là? On vous voit, oui. oui. Est-ce que vous voyez la personne Oui. qui est venue à côté de moi? Et non, Ah. je te vois. Attends. Ça n'était que la femme de Jean-Christophe. Ah, mais où tu es, Catherine? Je suis là, je suis à côté de mon mari. Oh, et vous avez Alexandre, un peu grandi. Ah, Alexandre, oui, j'ai vu Alexandre. Ah, mon adorable. Et l'autre est Maxime. Maxime, il est la parti vie. à la campagne. Bon, la bise à tous. C'est loin. Famille, hein. Bisous, Rosario. J'espère vraiment aller vous voir à Montevideo bientôt. Ah bien, et on se voit cet été, Rosario. Et probablement, On vous en attend. espérant que la France nous laisse rentrer et que l'UE nous laisse partir. Oui, vous êtes français. Voilà, oui. Quarantaine, enfin, ou pas, on ira. OK? Bon, merci, bise. Et à bientôt. Au revoir, Alexandre. Ciao. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je profite de l'occasion pour vous dire bonjour aussi. Bonjour Anne. Bonjour. J'ai eu le message de Guy tout à l'heure et je me suis dit, ça c'est un événement que je ne peux pas manquer. Donc, dès que j'ai pu me connecter, voilà. Et je suis, en tout cas, ça m'a donné le goût à lire le livre. Donc, je vais essayer de le trouver le plus vite possible. Voilà. Et Félicitations, Jean-Christophe. Et pour ceux des auditeurs qui ne sont pas à Montevideo ou anciens de Montevideo, ça prouve ce que je disais au début, c'est qu'il y a une qualité d'accueil à Montevideo, à la fois chez les Uruguayens dans la communauté française, qui est assez exceptionnelle. Parce que nous, on est quand même parti de Montevideo il y a presque 10 ans, et les relations restent extrêmement fortes, et c'est quelque chose qui, enfin, pour nous, est très très fort. Et ça c'est pas forcément retranscrit dans le livre parce que c'est pas l'objet du livre, mais il faut sentir que c'est pour ça un pays assez exceptionnel. Je pense quand même que on sent ça très bien en lisant le livre, indirectement. Hein, c'est pas le sujet effectivement, mais dans les descriptions de ce qui se passe dans les rues, sur les avenues de la capitale, on sent ce que vous disiez là, que c'est détendu, que c'est calme, que on se sent bien. Ouais, je voudrais prendre la parole juste pour dire que j'ai particulièrement apprécié le sentiment qu'a donné Jean-Christophe sur la vie en Uruguay. Et je ne peux que confirmer, puisque je suis là depuis déjà 16 ans, que le temps passe vite. Et c'est tout à fait ça, les relations familiales, un petit détail qu'il n'a pas cité, mais qui m'étonne toujours autant. Deux Uruguayens parlent, et ils parlent de quelqu'un d'autre, et on te dit « je le connais ». Apparemment, il y a 3 millions d'habitants, il doit y en avoir 2 990 000 qui se connaissent, vraisemblablement. C'est toujours étonnant. Et quelqu'un il a dit, ah oui, mais c'est le cousin de la femme de... Oui, c'est ça. Donc, et en plus, ils connaissent les arbres généalogiques. Ça tue complètement. Et donc, ça donne vraiment... Je sens que tu as tout à fait compris, évidemment. Dans le Paraguay aussi, on retrouvait le peu de temps que nous y fûmes. L'atmosphère que tu as rendue dans le premier livre, c'était tout à fait ça, et je présume qu'évidemment dans le second ça va être encore meilleur puisque je baigne dans la soupe depuis déjà très longtemps. Il y a un détail qui m'a beaucoup amusé tout à l'heure, tu as dit que le consul français de l'époque, consul je pense qui habitait dans la maison de l'entreprise de Anne Charlier, qu'Athènes, l'entreprise de containers, a occupé une ancienne maison de la vieille ville qui était l'habitation du consul français de l'époque, qui est une très très belle maison, bien restaurée d'ailleurs. Et donc, quand tu as dit, voilà, je ne sais jamais le dire parce que j'arrive pas à parler flamand, donc voilà.
Et pour revenir à ce que tu as dit, que avec la rapidité du courrier de l'époque, on a envoyé le message et il est revenu 6 mois après, eh bien, j'ai le plaisir de te montrer que j'ai reçu cette semaine le Figaro du 3 avril, du 15 et du 16 mai. Donc, les choses n'ont pas finalement beaucoup changé depuis l'époque. Ça va un peu plus vite. Non, mais déjà, non, mais quelque chose d'assez exceptionnel. Déjà que le livre puisse être commandé et obtenu à Montevideo, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, je vois que Monsieur l'ambassadeur d'Uruguay souhaite prendre la parole. Je voudrais la lui donner, mais est-ce qu'on va toujours avoir ce problème technique? Je ne sais pas si vous nous entendez, Monsieur Jure, vous nous entendez? On peut vous écouter, essayez d'ouvrir votre micro. Il semblerait qu'on a toujours ce problème, le même problème qu'au début. Et essayez d'ouvrir votre micro, votre caméra. J'ai cliqué sur sa demande de prise de parole. Ça devrait normalement lui donner la parole, mais je ne sais pas s'il nous entend. Monsieur l'ambassadeur? Ah, c'est vraiment dommage. On a toujours des aléas techniques. Monsieur l'ambassadeur, si vous m'entendez, peut-être essayez de sortir et revenir, en espérant que cette fois, ça va marcher. Parce que là, je ne vous vois pas et je ne vous entends pas. Je vois que vous êtes connecté, mais c'est tout. Voilà, il me dit OK, pas de problème. J'ai vu une autre demande de parole. Oui, Nora. Nora, on va écouter Nora en attendant le retour de l'ambassadeur. Bonjour Nora. On vous écoute. Ah, son micro est coupé. Oui, ah, ça va, ça va. Bon, alors, je prends un peu la parole en tant qu'Uruguayenne, parce que, bon, je pense que la plupart de vous, vous êtes francophones d'origine, et ça m'a fait trop plaisir, bon, de revoir Christophe ou Catherine, et surtout comme, en tant qu'Uruguayenne, voir que vous aimez notre pays, et bon, et ça me rend très heureuse, hein, parce que on pense toujours qu'on est trop petit, que c'est un pays un peu oublié, qu'on a toujours nos grands voisins qui sont plus importants, non? Et alors, savoir que les expériences des étrangers en Uruguay sont toujours favorables, non? Parce que la plupart sont contents. Et quand moi, j'ai gardé beaucoup d'amis français qui sont partis. Et quand on se revoit après des années, on sent qu'on n'a jamais coupé le lien. Alors, ça, c'est très, très important, non? Et je voulais ajouter que le deuxième sport, comme Guy a dit, après le football, c'est de trouver des amis en commun, quelqu'un. Bon, c'est vraiment quelque chose qui est très répandu, non? Parce qu'on doit absolument trouver un lien. Et ça nous approche encore plus, non? Avec les étrangers, avec n'importe qui. Et j'espère pouvoir lire ce livre, ce roman, et me régaler aussi, comme tout le monde. Et je vous remercie aussi par cette initiative. Et je vous embrasse de loin. Et Anne Chanté aussi, et Marie, et bon, tous ceux qui sont cachés. Mais c'est un plaisir d'être ensemble en ce moment.
Merci Nora, et Catherine vous embrasse aussi. Et Oui. j'ai l'impression que l'ambassadeur est revenu parmi. Oui. Oui, justement, on parlait des responsables de cette initiative. Justement, il y en a un qui est de retour parmi nous. Donc, on va vous écouter, monsieur l'ambassadeur. Vous m'écoutez? Oui. Ah bon, finalement. Tout simplement, je voulais dire à monsieur l'ambassadeur Poton, et je dois dire toujours ambassadeur, je sais qu'en France, vous n'utilisez pas les titres ambassadeurs quand vous finissez vos postes à l'étranger, mais vous êtes un ambassadeur de France et de l'Uruguay. Vraiment, j'étais très ému de vous entendre et de parler avec tellement de connaissances et de chaleur envers notre pays. Ça a été formidable. Mais surtout, Jean-Christophe, je voulais dire à vous et à vos potentiels lecteurs à l'avenir, parce que j'espère que ça va se vendre comme pan caliente, comme on dit, que les romans est très drôle et très sympathique. Et moi, je n'ai pas trouvé que l'héros n'était pas un héros. Et moi, j'ai trouvé qu'il était un héros à la classe de Woody Allen, un anti-héros qui fait un peu de bêtises, mais finalement, il est sympathique dans tous ses défauts. Et aussi pour ceux qui sont dans notre profession, je peux dire que j'ai beaucoup rigolé et ri en haute voix parce que j'ai reconnu beaucoup de mes collègues dans des différentes phases, étapes, avec tous ces peurs et toutes ces instabilités finalement qui donne notre profession. Mais c'est un livre très... Je ne sais pas si je suis objectif. On n'est jamais très objectif parce que d'abord, je suis uruguayen et deuxièmement, je suis diplomate. Alors, je suis lié au livre de 2 points et de 2 bouts. Et vraiment, je m'ai beaucoup amusé avec les livres, tout en reconnaissant que c'est un livre très... je ne suis pas un spécialiste, mais très bien écrit. Et la seule preuve que je peux dire, c'est que c'est très bien écrit parce que ça m'a tiré du début à la fin dans 2 nuits d'insomnie, 2 nuits blanches que je suis resté pour les finir, arriver à la fin avec ces comtesses autrichiennes et que je connais très bien par ailleurs. Bon, félicitations et vraiment j'espère de nous retrouver. On va faire un lancement ici à Paris pour les amis. Avec plaisir. En présence, avec un asado. Excellent. Super. Merci Jean-Christophe et merci à madame. Merci monsieur l'ambassadeur. Grand plaisir. Merci. Après ça, je ne sais pas si quelqu'un va renchérir. La barre est haute. Oui. Mais ne soyez pas timide. Hein, non, mais je crois qu'il est déjà un peu tard. Peut-être qu'on peut redonner la parole à l'ambassadeur pour un petit mot de conclusion. Et bon, merci à vous tous de nous avoir rejoindre. Merci spécialement à Antoine Barral et à Jacques Aubergy pour cet effort d'organisation et de lutte contre les nouvelles technologies, parce que c'est vraiment une bataille chaque fois, mais on réussit. Vous voyez, c'est la garra charrua. On ne sait les jamais faire, voilà. Mais merci à vous aussi. Oui. Merci à vous aussi, monsieur.
Oui. Et on vous attend pour les prochains rendez-vous. C'est quand, Antoine? Alors, Demain. mais voilà. Demain, mais, non? oui, l'image est figée, voilà, mais je vous entends. Donc, oui, demain à 19h et jeudi à 19h également. Qu'est-ce qu'il y en a? Alors, demain, nous avons 3 auteurs uruguayens qui vivent en Europe. Nous avons Juan Carlos Tajes, qui vit aux Pays-Bas, mais qui connaît très bien la France. Nous avons Lalo Barrubia, qui vit en Suède. Et nous avons Gustavo Alzugaray, qui vit en Belgique, et qui ont des parcours d'Uruguayens expatriés depuis pas mal d'années. Et on parlera de leur relation avec les pays d'accueil, avec les langues, parce que ce sont des gens qui créent et qui jonglent avec différentes langues. Et pour jeudi, nous aurons 3 grands écrivains uruguayens aussi, avec Jacques Aubergy, qui est leur éditeur. Nous aurons, c'est-à-dire Raphaël Courtoisi, Carlos Treherman et Gustavo Espinosa, dont plusieurs livres sont traduits en français. Et puisqu'on en est au remerciement, donc merci à Jean-Christophe Poton, merci à vous, monsieur l'ambassadeur, merci à Christian Roana qui s'est prêté au jeu de l'interview. Je vais arrêter l'enregistrement, mais on pourra continuer en off s'il y a des gens qui veulent encore parler. Alors, je me mets sur arrêter l'enregistrement, je clique et vous allez entendre de nouveau la voix synthétique.